Donc, je voudrais revenir sur le volet sombre de l'alternative qui figure dans le titre de cette journée, et je parlerai plus de la menace, ou en tout cas de la dimension critique que des promesses, non pas en évoquant les échecs concrets des politiques modernes, dont on pourrait dresser une très très longue chronique, en énumérant les échecs techniques, les ratés fonctionnels et les différentes formes de la réception que ces échecs ont trouvé dans le champ français depuis le début du XXe siècle. Une précision à toute fin utile, pendant que l'obscurité se fait-elle? Elle se fera, voilà. Donc une précision liminaire, je ne me range nullement du côté des adversaires de l'architecture moderne, dont le zèle a été renforcé il y a plus de 30 ans lors de la saison qu'a inaugurée la Biennale de Venise de 1980, dont on a en vérité beaucoup parlé aujourd'hui. Et j'ai notamment bien aimé la comparaison qu'a proposée Jean-Louis Violot avec ce supermarché désolé. Il est clair que les 20 architectes rassemblés pour la première fois dans les corderies de l'Arsenal, y avait en quelque sorte ouvert une boutique qui leur a permis de vendre leur production. Je pense aussi, à propos de ces origines du discours postmoderne, à la critique de Venturi dans Complexity and Contradiction in Architecture. Ce n'était pas un ouvrage totalement négatif, puisqu'il ménageait Le Corbusier et célébrait Alvar Aalto, qu'il dénommait, si je me souviens bien, le Palladio du mouvement moderne. En revanche, il attaquait vivement Mies van der Rohe. Je ne partage pas non plus la phobie qu'ont éprouvée les modernes les plus sectaires pour les formes traditionnalistes, et j'admets avoir ressenti et ressentir ce que Barthes a appelé le plaisir du texte devant certains projets de Schmitt-Hanna, dont Christian Freigang a parlé ce matin, très savant et très élégant, ou devant les bâtiments précoces d'Asplund en Suède. Et bien sûr, devant les œuvres de Behrens ou Perret, ceux que les modernes ont nommés avec beaucoup d'insolence les précurseurs, comme si l'œuvre de cette génération, en gros les pères, n'avait eu comme seule finalité que d'annoncer la leur propre, très arrogant. L'essor de la modernisation irrésistible dans les États, jusque dans les États où le moderne sera banni totalement, je pense à la Russie, ou dans ceux où le moderne sera confiné au programme objectif de l'industrie et de l'armée, là je pense à l'Allemagne nazie, l'essor de la modernisation s'est accommodé des problématiques architecturales anti-modernes. Et la coïncidence entre la modernisation sociale et la modernité architecturale n'a été finalement qu'assez exceptionnelle. On pourrait énumérer quelques cas. J'ai à l'esprit, par exemple, l'éphémère Seconde République espagnole, 1931-39, dont 4 années de guerre, et la rencontre entre la politique de la Généralité de Catalogne et le GATS-Pacte de Sert et Torres Clavé, qui a permis, on le voit, la construction du seul fragment de redans corbuséen jamais édifié, la Casa Bloc de Barcelone. Je pense aussi à la Tchécoslovaquie de l'entre-deux-guerres, où le moderne a été un des vecteurs de l'affirmation d'un nouvel État binational tentant de s'affranchir notamment de la tutelle viennoise. Après la Seconde Guerre mondiale, qui a permis aux forces modernes de triompher définitivement des conservateurs, à l'exception du bloc soviétique, et encore pendant à peine une dizaine d'années, c'est un pays comme la Finlande qui a trouvé dans l'architecture moderne la transcription d'un projet national encore menacé, flageolant au début des années 40. Il s'agit donc d'une situation, ou deux situations, dans lesquelles il serait particulièrement vain de chercher à toute force l'expression d'une absorption locale, je reviens au thème de la Biennale, d'une modernité internationale américanisante. Ce serait même l'inverse, si l'on mesure l'impact qu'ont alors, au début des années 50, Aalto ou les Brésiliens aux États-Unis. En France, la rencontre entre modernisation et modernité n'a en rien été amicale et paisible, tant la conflictualité entre écoles de pensée et groupes d'influence professionnelle a été la règle. Et ici, j'évoquerai évidemment un centre dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, l'École des Beaux-Arts et son halo. Dans le dispositif des ateliers de l'École des Beaux-Arts, cette conflictualité était inscrite.
elle s'est déployée dans la longue durée, dans le jeu entre atelier intérieur, atelier officiel et atelier extérieur, qui était en quelque sorte la périphérie permettant les régulations. Plusieurs lignes se sont ainsi affrontées, les classiques, les éclectiques, dont la démarche a été très précisément analysée par Jean-Pierre Éperon dans un très beau livre sur le sens profond de cette notion d'éclectisme en architecture, et les rationalistes comme Plumet, qui était issu des enseignements de Viollet-le-Duc, avec, après Anatole de Baudot, et en parallèle à Franz Jourdain. Certains tenteront la synthèse entre classicisme et rationalisme, je pense ici à Perret, et dans une large mesure à Le Corbusier, dont un slogan aussi connu que « le plan est un générateur » est un slogan parfaitement rationaliste. Et le jeune Jeanneret avait très bien lu Viollet-le-Duc. La conflictualité entre les générations et les factions culturelles n'a cessé d'être latente, qu'il s'agisse de la lutte pour les commandes ou pour accroître le capital symbolique de chacun, si je puis me permettre, devant un exégète aussi fin de Bourdieu que les Jean-Louis Violot, d'utiliser ces notions. Capital symbolique indispensable pour obtenir les dites commandes. En effet, pour subvertir les mécanismes de la commande publique qui réservaient au prix de Rome, devenu ensuite architecte des bâtiments civils, les grandes opérations publiques, il n'y avait pas d'échappatoire. Il fallait ou bien conquérir des soutiens politiques au niveau local ou national, au travers de liens avec des élus ou des ministres, ou alternativement devenir incontestable à la suite de l'obtention et de la fructification d'un capital symbolique, d'une cote assez élevée. Des alliances et des partenariats se sont ainsi noués entre les acteurs du champ politique et les architectes. Les modernes ont trouvé des alliés chez des maires, souvent parlementaires, puissants, et chez des ministres. Chez les premiers, me viennent à l'esprit des figures comme celle d'Henri Sellier, qui était le maître d'ouvrage de Lotz. Peter Utenhoff l'a rappelé ce matin. Sellier, maire de Suresnes puis ministre. André Morizet, maire de Boulogne-Billancourt. Adrien Marquet, maire de Bordeaux socialiste et un peu taché par la collaboration. Édouard Herriot, maire de Lyon. Vaillant Couturier, maire de Villejuif. Chez les seconds, chez les ministres, Anatole de Monzy, Eugène Claudius Petit, André Malraux ou Jack Lang. Mais que la figure consolante du tête-à-tête entre le politique ambitieux et l'architecte innovant, Sellier face à Lotz, ne fasse pas illusion, les conseillers ou les intermédiaires parfois occultes ont joué un rôle décisif dans le rapprochement entre les deux. Et je crois qu'il est temps de faire l'histoire de ces intermédiaires. Niemeyer n'aurait jamais édifié le siège du Parti communiste français sans les offices du mystérieux Jean Nicolas, homme de l'ombre, qui a su aussi arracher à des maires de banlieue, Vanessa Grossman en parlera tout à l'heure, à des maires de banlieue des commandes pour les jeunes rebelles de l'atelier d'urbanisme et d'architecture. Claudius Petit s'est appuyé sur Robert Bordaz et Pierre Dalloz. L'action de Malraux a été pilotée au sein de son cabinet par Bernard Antonioz et d'autres. Quant à celle de Lang, elle doit beaucoup à la diligence de Christian Dupavillon, à l'initiative du choix des programmes et des sites des grands travaux. Donc une analyse d'ensemble du rôle de ces agents doubles ou triples, sont-ils les agents de la politique dans l'architecture ou l'inverse, ferait apparaître leurs liens entre eux aussi au sein de certaines générations, comme celle de la résistance dont l'ombre portée se prolonge jusqu'aux années 70. En politique, je renvoie ici au dernier livre, au livre de mon ami Alexandre Adler, « Quand les Français faisaient l'histoire », sur l'ombre portée de la résistance dans la politique française que dans la culture. Les liens latéraux avec les artistes intellectuels et critiques sont aussi décisifs dans l'accumulation du capital symbolique des architectes et parfois dans l'obtention des commandes. Je pense au rôle du sculpteur Antoine Bourdelle, déterminant pour permettre à Perret de prendre contre Henri Vandevelde le contrôle du projet du Théâtre des Champs-Élysées. Je pense au soutien de Fernand Léger lorsque Charlotte Perriand a échappé à la tutelle lourde de Le Corbusier et ensuite à Léger dans ses rapports avec d'autres architectes. Je pense dans les années 60 au lien de l'AUA avec René Alliot ou Roger Planchon, dont on voit ici un exemple tardif dans la Grande Galerie de l'Évolution, où Alliot travaille avec Paul Chemetov et Bora Huidobro. Je pense au rapport de Claude Parent avec les artistes de la Nouvelle École de Paris, et aussi, du côté des intellectuels, à ces dialogues publics dont on a déjà parlé, entre Nouvel et Baudrillard, ou entre Porzampar et Solers.
Toutes ces liaisons ont eu des effets pratiques parfois, mais ont aussi contribué à la construction de l'Aurora. Sur cet autre volet de la pratique de l'architecture qui est la construction, totalement déterminant dans le cas de la France, je l'ai déjà dit et j'y reviendrai, les partenariats avec les ingénieurs et parfois avec les entreprises dans lesquelles ils ont souvent été intégrés, les ingénieurs n'étaient pas que des ingénieurs de bureaux d'études, mais aussi des ingénieurs d'entreprise, ont permis la formulation de projets spectaculaires ou tout simplement la mise au point de solutions rationnelles à des programmes prosaïques et répétitifs. Les associations ponctuelles ou récurrentes sont légion. Freycinet a coopéré avec Pierre Vagot et son équipe sur la basilique de Lourdes. Bodianski a participé aux recherches de Baudouin et Lotz, on en a parlé ce matin, mais aussi à celles de Le Corbusier, puis à celles de Candilis. Esquillan a construit avec Perret à Marignane et avec l'équipe de Camelot et Zerfus au CNIT. Lafaille a collaboré avec Gillet, à vrai dire, tenant d'un moderne passablement académique, léguant son héritage à Sargère, que tout le monde prend pour un ingénieur, alors qu'il était architecte et qu'il s'était parfaitement coulé dans le personnage. À l'heure des équipes pluridisciplinaires, pardonnez-moi cette espèce de grande diagonale dans l'architecture française de l'après-guerre, Nikos Kratsidakis pour l'atelier de Montrouge et Miroslav Kostanjevac pour l'atelier d'urbanisme et d'architecture ont largement contribué à l'élaboration de la problématique de ces équipes. Et je pense évidemment à Peter Rice, arrivé à Paris dans les valises de Harrop pour travailler sur le centre Pompidou, qui a imaginé des structures très élégantes pour beaucoup de concepteurs. Énumération qu'il serait évidemment sot d'arrêter à Peter Rice et à sa génération. Je pense à des figures hybrides extrêmement intéressantes aussi, comme toujours d'ailleurs, comme celle de l'ingénieur-architecte qu'incarne par exemple Marc Mimram, ou à des figures synthétiques et inclassables comme celle de Jean Prouvé. Ces liens, en quelque sorte externes, entre les architectes, les politiques, les artistes, les intellectuels, les ingénieurs, sont redoublés ou croisés par des relations bilatérales marquées par l'hostilité et la concurrence, beaucoup plus que par les affinités et les convergences, y compris au sein des groupements agissant pour la diffusion des idéaux modernes, comme les SIAM, les Congrès internationaux d'architecture moderne, ou l'Union des artistes modernes, l'UAM en France. Les SIAM français ne cessent de se déchirer de leur formation en 28 à leur mort en 59. Là, comme à l'école des Beaux-Arts, c'est la scission ou le conflit qui est la règle. Il est vrai que la modernité architecturale en France comme ailleurs est non seulement contemporaine des avions et des automobiles, mais aussi des médias, de la radio à la télévision, et aussi contemporaine de la presse. Et donc ces conflits trouvent leur écho dans la presse, conflits entre architectes et conflits avec la presse. J'en veux pour preuve la longue anthologie que l'on pourrait faire des caricatures antimodernes, ici celles qui ont accompagné la construction de la maison sur la Michaelerplatz de Loos à Vienne, comparée à une sorte de plaque d'égout ou à un trou, un carré noir qui n'est pas celui de Malevich, mais qui est celui d'une sorte de nihilisme culturel que dénoncent les bien-pensants viennois. Donc la presse a joué un rôle en classant les attitudes et en pesant sur les oppositions internes. Et en fait, chaque architecte s'est vu flanqué dans ses stratégies de communication concurrentielles par ses agents critiques. Perret a conservé pour lui ses réactions envieuses devant l'ascension de son ancien dessinateur Le Corbusier, qui, de son côté, ne se prive pas de présenter ses doléances en public, avec cette caricature et cette démolition de Perret qu'il opère en 1926. Mais Perret, de son côté, trouve des agents. La critique Marie Dormoy, amie très proche par ailleurs, qui n'aura de cesse de dénoncer ce qu'elle appellera le faux béton, c'est-à-dire le béton enduit, et l'esbrouffe des plus jeunes. Un autre adversaire de Le Corbusier, cette fois-ci plus jeune que lui, André Lursa, sera soutenu dans ses manœuvres jalouses, plutôt envieuses, du début des années 30 par l'historien de l'art marxiste Max Raphael, allemand réfugié à Paris, dont les analyses très, très percutantes mériteraient d'ailleurs d'être un jour traduites. La verve de certains architectes leur permet de se passer de tout intermédiaire. Il en va ainsi de Rouspitz, qui s'oppose aux modernes radicaux sous Vichy, se prononce contre le machinisme et aussi pour
pro forma contre le régionalisme, pour la persistance, je crois que ces termes ont été utilisés par Christiane Freigang ce matin, d'un esprit français fait, je cite, de clarté, d'élégance, d'harmonieuse proportion et empreint d'un certain air bon enfant et aimable. Ce serait cela l'architecture française. Mais il y a d'autres collègues de Rouspitz qui écrivent d'ailleurs dans les mêmes revues, qui sont particulièrement virulents. Je pense à l'étonnant Gaston Bardet, architecte urbaniste très catholique, mais assez étrange par ailleurs, qui dénonce la ville ombreuse de Le Corbusier, c'est-à-dire qu'il fait, vous le voyez à gauche, non pas les pures des ombres avantageuses que Le Corbusier trace le 21 juin, mais il dessine les ombres que produisent les bâtiments projetés par Le Corbusier au solstice d'hiver. Évidemment, la ville est assez obscure. Il condamne aussi la dictature du ministre qu'il dénomme Claudius Minimus, Claudius Petit, et tente d'enfoncer un coin entre les modernes français et américains en opposant Neutra, qu'il approuve, qu'il ménage, à Lotz, qui avait encensé ce dernier et qu'il dénonce violemment. Il l'appelle l'homme à la mâchoire d'acier. Je sauterai allègrement les décennies pour m'arrêter au début des années 80 et considérer l'opposition entre deux expositions parisiennes, dont on a déjà parlé, unies pour condamner le postmodernisme, mais sinon opposées sur tout le reste. Le propos de La modernité, un projet inachevé, exposition orchestrée par Paul Chemetov, est largement porté par le critique Jean-Claude Garcias. Parallèlement, celui de La modernité ou l'esprit du temps, exposition conçue plutôt parrainée par Nouvelle, l'est par Patrice Goulet et Olivier Boissière. Quant à la diffusion plus récente du slogan douteux de la French Touch, alliance fondée sur l'opposition d'un groupe virulent d'architectes à des politiques considérées comme hostiles à ce qu'ils nomment la créativité, elle a su aussi trouver ses agents, que je ne nommerai pas, s'il est vrai que l'histoire se répète sous la variété de la farce, comme l'a dit Karl Marx du 18 Brumaire de Louis-Napoléon. J'en viens enfin à la perception de l'architecture moderne comme menace, posture récurrente depuis le début du XXe siècle et repérable sur le terrain aujourd'hui, lorsque des ensembles modernes sont remplacés par des compositions régionalistes, comme si finalement le sublime était intolérable et comme s'il ne pouvait y avoir d'architecture acceptable que pittoresque. Un cas remarquable à ce propos, que je vous invite à aller voir, est celui de la destruction systématique et désormais achevée de la cité-jardin du Plessis-Robinson par le maire de cette commune, M. Pemzec, déterminé à promouvoir des formes traditionnalistes, celles d'architectes par ailleurs sur le plan humain parfaitement légitimes, comme Françoise Poëri ou Marc Bretman. Dans les années 50, la figure de Le Corbusier polarise les oppositions. Son unité d'habitation de Marseille, ici opposée dans sa compacité à l'extension pavillonnaire du même nombre théorique de logements, à droite vue dans sa structure, dans cette maquette d'époque. Donc l'unité d'habitation est considérée par l'Ordre des médecins de la Seine et par le Conseil de l'hygiène publique comme une menace pour la santé mentale de ses habitants. On sait que c'est de là que vient son surnom de maison des Fadas, puis du Fada, alias Le Corbusier. Parmi des esprits plus fins, et ce n'est pas difficile, Pierre Francastel, dont on a déjà parlé, s'est attaqué quant à lui à l'autoritarisme de son concepteur avec un paragraphe très cruel qui est, à mon avis, certainement un des plus violents qui ait jamais été écrit sur l'architecture moderne dans ce pays de la part d'un intellectuel qui n'est pas un réactionnaire. Je le cite, il est bien connu, « Monsieur Le Corbusier a horreur du pauvre. Et pour le guérir, il envisage non seulement la séduction, mais le dressage. Il y aura des inspecteurs d'étage dans la machine à habiter de Marseille. Dans le monde rêvé par M. Le Corbusier, la joie et la propreté seront obligatoires, sans parler du reste. Est-ce que M. Le Corbusier se rend compte qu'on entrait à Buchenwald au son des violons ? Point d'interrogation finale. Très violent, mais il faudrait revenir sur les polémiques suscitées par le bâtiment de Marseille, aussi au sein des défenseurs de l'architecture moderne. Je pense à Louis Mumford ou à cet autre jaloux qui est Frank Lloyd Wright, qui parlera du crime des frères suisses sur le port de Marseille. Solidement ancré sur ses pilotis, l'édifice de Marseille ne peut manquer d'évoquer les critiques chauvins qui voyaient
précisément dans cet élément architectural, dans les pilotis, l'expression d'un détachement du sol national par une architecture apatride et nomade. C'est curieusement un thème que l'on trouve à la fois dans les critiques allemandes et dans les critiques françaises. L'hypothèse du complot affleure dans ces propos, qu'il soit Bosch, américain, soviétique ou arabe. Une veine fréquente est celle de l'antigermanisme des avant 14. Ainsi, le central téléphonique Bergère de François Lecoeur, rue du Faubourg-Poissonnière, est-il considéré en 14 par le Matin comme ayant, je cite, la fausse et lourde élégance d'un Rathaus en voyage. Amusant. Tandis que le théâtre des Champs-Élysées d'Auguste Perret, vu ce matin aussi, est surnommé par l'illustration le Zeppelin de l'avenue Montaigne. Dans les années 1920-1930, l'antigermanisme se double d'un antibolchevisme virulent. Camille Mauclerc, auteur par ailleurs d'un pamphlet sur, je cite, les métèques dans l'art français, dénonce dans L'architecture va-t-elle mourir un complot pan-bétonnier, pour ne pas dire pan-soviétique, international, pour faire habiter les Français dans des termitières géantes, ce sont ces termes. Gustav Hundenstock, professeur à l'école polytechnique et qui était au centre de la polémique dont parlait Christian Freigang ce matin et de la rencontre de l'architecture d'aujourd'hui en 1932, stigmatise dans son cours à l'école polytechnique les formes rigides du cubisme à gauche, rigide donc prussienne, et qui s'oppose à l'aimable courbe française que représente le poilu vivant, héroïque, face à l'intellectuel ou à l'artiste desséché et géométrique. Quant à la diatribe anti-arabe, elle s'exprime à propos des volumes de la rue Mallet-Stevens ou de ceux de l'ensemble de Le Corbusier à Pessac, qui fut surnommé, on l'a oublié, la cité du Maroc. L'anti-américanisme, quant à lui, aura été une donnée presque constante dans les discours savants et populaires, des discours d'avant 14, à partir d'avant 1914, lorsque des immeubles de 8 étages construits à la suite du règlement parisien de 1902 étaient considérés comme menaçant le paysage parisien de devenir américain, ou risque, disaient les critiques, que les Américains ne viennent plus visiter Paris. La scène française a été analysée trop souvent de façon autarcique, sans perspective comparative, position méthodologique respectable, mais aussi, malheureusement, sans prendre nullement en compte les observations et les critiques portant sur elle sous la plume des architectes et des auteurs européens ou nord-américains. Et je dirais qu'il est important aujourd'hui, puisque nous émettons des programmes, de procéder à une sorte d'histoire de ces réverbérations de la production française. Quelques exemples parmi beaucoup. Dès 1908, les lecteurs américains sont informés des nouveautés parisiennes. Dans The Architectural Record, un auteur du nom d'Arthur David critique l'immeuble de Perret rue Franklin. Je cite, comme expérience dans le traitement en toute franchise d'un matériau nouveau, ce bâtiment a son intérêt, mais cet intérêt n'est certainement pas esthétique. L'architecte n'a nullement tenté de rendre son aspect plaisant, il faut le considérer plus comme le matériau brut de l'architecture, comme son produit fini. Ce n'est pas un hasard si Gideon, dans son livre de 1928, Construire en France, s'arrête sur cet immeuble qu'il a photographié. Cette photo vient de ses archives conservées à Zurich, et c'est alors qu'il émet son analyse selon laquelle ce goût de la France pour la construction est tout aussi nécessaire à la nouvelle architecture que les dispositions montrées par l'Amérique pour l'organisation ou que la parfaite formation que la Hollande donne à ses artisans. C'est ce qui permet aussi à Hans Pölzig, dont Christian Freigang a parlé ce matin, cette convergence n'était pas préméditée, c'est ce qui permet à Pölzig, grande figure de l'architecture berlinoise, de noter que l'aspiration à la clarté rationnelle et à l'objectivité qu'il identifie avec l'œuvre de Perret s'oppose à une architecture allemande qui privilégie, elle, ce qu'il dénomme le sentiment de l'espace et une expression plus subjective. Donc une architecture allemande qui, contrairement à tous les clichés français, qui serait beaucoup plus personnelle et plus subjective, comme c'était, dit Pölzig, déjà le cas au Moyen-Âge. C'est dans le regard de Henry Russell Hitchcock, critique américain, dans celui de Julius Posener,
jeune critique berlinois qui travaille à Paris au début des années 30 et qui est un élève de Paul Sich, que s'apprécient le mieux les différences séparant les protagonistes de la scène française, mais aussi dans le regard de Bruno Zevi, dont Carlo Olmo a parlé. C'est dans son regard que les impasses de la modernité française sont le mieux pensées. En 1945, dans son premier livre, Vers une architecture organique, donc évidemment une parodie du classique Vers une architecture de Le Corbusier, Zevi avance 5 hypothèses pour rendre compte de la décadence architecturale française que marque à ses yeux la perte de terrain subie par les idées modernes à la fin des années 30. Je les cite. En premier lieu, pour Zevi, le fonctionnalisme n'avait plus de base et le nouveau style s'était cristallisé avant même que d'explorer tout le champ de ses possibilités, une sorte d'avortement donc. En second lieu, un changement permanent de leurs critères de travail a fait que dans certaines œuvres, les considérations formelles l'ont emporté sur la fonction, donc ça c'est le volet Beaux-Arts, considérations formelles ou volet Beaux-Arts ou le formalisme moderne l'ont emporté sur la fonction, et dans d'autres, la fonction a nié les formes. En troisième lieu, les gens, dit Zevi, donc les citoyens, les utilisateurs, les destinataires, ont considéré l'architecture moderne comme théorique et abstraite, je cite, théorique et abstraite, et ces dogmes, tant fonctionnels que formels, ont tué la vie. En quatrième lieu, l'architecture moderne est devenue, dit Zevi, un style comme un autre, mais, écrit-il, froid, programmatique, anonyme. Enfin, dernière carence, sans doute la plus grave, cette architecture qui prétend être fonctionnelle ne l'est en rien. En gros, elle ne marche pas. Et de surcroît, elle est coûteuse. Un assassinat en règle, extrêmement intéressant si on sait que ça a été écrit en 1945 et pas en 1962, après les problèmes posés par la production des grands ensembles. J'ai eu l'occasion d'évoquer ici la finesse des observations que fit plus tard Ernesto Rogers dans les pages de Casabel La Continuità, à l'ère de la politique des grands ensembles et la déception qui fut la sienne devant la trahison des attentes inspirées par la politique de Claudius Petit. Dans la chronique de la production des décennies suivantes, si j'en viens aujourd'hui, les grands travaux ont été largement commentés, par exemple. Les grands travaux des années 80, par exemple par William Curtis, qui a su en critiquer le simplisme géométrique, ou par Oriol Bohigas, très important architecte et urbaniste de Barcelone, qui considérait, me souviens l'avoir entendu dire, et je ne sais plus où il a écrit, que les grands travaux manifestaient le fait que les architectes français étaient, je cite, des géomètres qui se prenaient pour Jules Verne. Et c'est ce à quoi m'ont fait penser les illustrations du dessinateur de pilotes projeté par Jean-Louis Guillot ce matin. Quant à son compatriote, au compatriote de Bohigas, sujet du roi d'Espagne, encore aujourd'hui, Luis Fernández Galiano, critique d'architecture à Madrid, il a vu dans les architectures vitrées de la fin du XXe siècle la menace, on peut parler de menace ici, d'une architecture plus froide, plus sèche, plus commune. Une France froide. Plus froide, c'est aussi ce qu'annonçait, ce que lisait Zevi, c'est-à-dire en quelque sorte la menace d'une sorte de déshumanisation d'une architecture qui jouait soit avec la technique, soit avec les effets visuels, comme c'est le cas de ce très beau bâtiment par ailleurs d'Ibos et Vitar. Sans doute, les dernières analyses citées se polarisent-elles à l'excès sur les monuments, sur les grands bâtiments, ignorant cette échelle où l'architecture rencontre le quotidien. Il n'en reste pas moins qu'elle révèle la part maudite de la triple alliance persistante dans la situation française entre les trois termes que j'ai évoqués déjà ce matin, l'État et ses extensions, l'État ou les appareils d'État, la construction devenue une fin en soi, et les échos de l'École des Beaux-Arts, dont la section d'architecture a été dissoute en 1968, mais qui reste un membre fantôme encore bien présent, convulsant encore dans ces architectures qui privilégient l'image. Merci.